Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode particulier du Training Therapy Podcast. Aujourd'hui, je reçois mon gars Pierre. Pierre, j'espère que tu vas bien aussi. Ouais, ça va, merci. Donc, ça va être un épisode qui va, j'allais dire, plus intéressant pour les kinés, mais en vrai, même pour les non-kinés, ça reste pertinent parce que vous allez apprendre pas mal de choses. On va parler d'un sujet qui est la base, je trouve, de notre métier en soi, de la façon dont on devrait aborder les choses et ce, surtout pourquoi les patients viennent nous voir. Pierre, juste avant de lancer le truc, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore et nous dire déjà où est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils veulent te chercher un petit peu sur les réseaux? Alors, moi, je suis kinésithérapeute, je travaille en libéral. Je suis diplômé depuis juillet 2019, ça va faire 3 ans et demi là. Et du coup, dans la vie de tous les jours, j'exerce avec une patientèle qui est plutôt variée. J'ai à la fois du patient sportif et à la fois des personnes plus lambda, entre guillemets, douleurs musculo-squelettiques. Et donc, pour me retrouver sur les réseaux sociaux, ma page Instagram, c'est Pierre Ibgui, kiné. Voilà. Simple et efficace. Aujourd'hui, du coup, on va faire un sujet global sur la douleur, qui est quelque chose, bah, en fait, de juste super important, parce que la plupart des gens, enfin, c'est même pas la plupart, c'est 99,99%, viennent au cabinet parce qu'ils ont des douleurs, ils viennent pas pour autre chose, ou du moins c'est extrêmement rare. Certains, c'est pour de l'appréhension ou de l'instabilité, mais c'est plus rare en soi, entre guillemets, si on devait faire une moyenne. Est-ce que tu pourrais nous initier un petit peu à ce concept de douleur? Déjà, qu'est-ce que c'est que la douleur? Comment tu définirais ça, toi? Alors, déjà, je suis tellement d'accord avec toi quand tu dis que, en général, la première cause de consultation de nos patients en kiné, c'est la douleur. C'est en général, quand tu leur demandes pourquoi ils sont ici, le premier truc qu'ils vont dire, c'est j'aimerais ne plus avoir mal. Alors, il y a des fois, il faut les reprendre un peu, leur expliquer que ça ne sera pas forcément possible dans un premier temps et qu'il y a peut-être d'autres objectifs à mettre en place avant. Mais en effet, c'est vraiment la première cause de consultation qu'on retrouve. Ensuite, la douleur, si tu veux vraiment la définition euh, littéraire, entre guillemets, qui a été faite par l'ISP, qui est l'Association internationale sur l'étude de la douleur, c'est défini comme une expérience sensorielle et émotionnelle qui est désagréable et qui est associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc, en gros, c'est une définition qui est assez complexe, mais moi, ce que j'aime bien dans cette définition, c'est que dès le début, tu comprends que à la fois, ça va avoir pas uniquement des répercussions sensorielles sur l'aspect physique, mais également sur l'aspect émotionnel et du coup sur tous les autres sphères potentielles de la vie d'un individu. Ok, c'est très intéressant. Moi, j'aimais bien tu sais, les deux définitions de 2003. Il y avait Mosley, je sais plus c'était qui l'autre, où tu sais, ça s'opposait un petit peu. Il y en a Oui. qui disaient que c'était justement lié à une lésion tissulaire ou un danger pour le tissu, et l'autre qui disait que c'était plutôt une menace perçue. Et la sensation de perception, elle est très intéressante parce que de toute façon, ça fait partie du processus de douleur, comme on va le voir après. Mais je trouvais que le distinguo entre les deux était assez intéressant. À partir de quand on a pris ce tournant un petit peu sur la douleur en termes voilà, de travaux à ce sujet et quand est-ce qu'on a creusé un petit peu plus ce sujet pour mieux l'expliquer, mieux le comprendre et du coup mieux le traiter? Bah alors le premier gros virage entre guillemets dans la compréhension de la douleur, ça a été avec, à mon sens, avec la création entre guillemets du modèle biopsychosocial. Et le modèle biopsychosocial, ça a été créé aux alentours d'année 1985 par George Angel, et c'était un psychiatre. Du coup, la création de modèle biopsychosocial, c'est vraiment le premier virage qui a eu la compréhension de la douleur de l'individu. Et donc, ensuite, les autres écrits que tu peux trouver. Je crois que la première grosse étude sur les facteurs psychosociaux où on a dit que ça avait un rôle important et que c'était important de mettre ça en place dans les douleurs musculosquelettiques, c'était une étude de Waddell. Je crois que c'était un peu avant les années 2000, si je dis pas de bêtises. Et après, tu as l'étude de Tamar Pincus en 2002, où là, elle a montré que les facteurs psychosociaux, ça avait vraiment un rôle prédominant dans la transition d'une douleur aiguë à une douleur chronique. Donc, pour répondre à ta question, tu vois, je dirais que c'est entre 1990 et le début des années 2000 qu'il y a eu vraiment
cette nouvelle compréhension de la douleur. Ok, donc au final, c'est pas si récent que ça. Tu vois, on a l'impression actuellement que c'est archi récent, genre 2010-2015, mais pas vraiment. Ça remonte quand même. Tu vois, au final, ça fait plus de 20 ans en soi, et qui est quasi 30 même. Donc c'est intéressant de voir que ça fait pas si longtemps qu'on se penche là-dessus en francophonie, entre guillemets, et qu'on a du coup toujours un petit peu de retard. Bon, c'est mieux de faire les choses a posteriori que de jamais les faire, c'est certain, mais il y a quand même pas mal de taf à faire encore là-dessus, du moins dans ce qu'on en apprend. Je pense que les étudiants actuellement, les étudiants kinés, apprennent assez bien ce modèle-là, mais nous, perso, tu vois, moi, diplômé enfin, à l'école de kiné en 2013, c'était absolument pas la question. En soi, on n'a jamais eu de cours sur la douleur. Donc, vraiment, c'était pas optimal. Après, je sais que ça dépend des IFMK, etc. Mais c'est quand même intéressant de reparler de ça parce que c'est la plainte principale des patients et c'est vraiment super important de le comprendre. Si on devait rentrer un petit peu plus dans les détails, est-ce que tu pourrais nous expliquer les différents types de douleurs qui existent? Là, tu as parlé de douleurs chroniques, etc. Mais est-ce qu'il y a des trucs un peu plus précis, comme style, comme type de douleur? Bon, je pose la question de manière orientée, évidemment. Tu sais que je connais la réponse, mais c'est toujours intéressant pour les gens. Ouais, en effet, t'as deux principes. Enfin, il y a beaucoup de classifications de douleurs. Il y en a deux qui sont vraiment intéressantes, qui sont retenues dans la nature. La première, c'est ce qu'on vient de parler, douleur aiguë, douleur chronique, plus sur le profil évolutif de la douleur. La deuxième classification, ça va être plutôt par rapport au mécanisme physiopathologique de la douleur. Et donc là, on retrouve trois grands types de douleurs qui sont décrites. Tu as la douleur nociceptive, la douleur empathique et le dernier, celle qui a été introduite le plus récemment, c'est la douleur nociplastique. Du coup, la douleur nociceptive, comment tu la décrirais? On va dire que c'est le premier style de douleur, je sais pas si on peut dire style, le truc le plus fréquent en soi. Alors, je dis ça, mais ça se trouve, c'est faux. Tu vas peut-être me contredire. J'ai l'impression que c'est quand même la douleur la plus fréquente et la plus normale, entre guillemets. Non pas que les autres soient anormales, mais la nociception, pour moi, c'est quand même protecteur à la base. Du coup, comment tu la définirais? Alors, oui, en effet, enfin, du moins selon les patients que tu vois dans ta pratique quotidienne, c'est vrai que ça peut clairement être la douleur le type de douleur que tu peux le plus fréquemment rencontrer. Et la douleur nociceptive, c'est en fait vraiment une douleur qui va provenir d'une atteinte qui est réelle ou d'une menace d'une atteinte, comme on voit la chose, d'un tissu qui est non neural. Et la douleur, elle va résulter de l'activation d'un nocicepteur. Le premier exemple, l'exemple le plus simple que je peux te donner, c'est par exemple l'entorse de cheville. Voilà, le patient que tu vois pour une entorse de cheville, tu vas le voir à J+2, J+3, il se plaint d'une douleur localisée au niveau de sa malléole latérale. Et ben là, par exemple, c'est typiquement l'exemple concret d'une douleur nociceptive. Ok, intéressant. Donc, ça fait appel à tous les capteurs, entre guillemets, tous les systèmes qui créent la nociception, évidemment. Est-ce qu'il y a des patients, est-ce qu'il y a des exemples, tu vois, de gens ou de pathologies, j'ai quelqu'un en tête, donc je connais la réponse, mais qui n'ont pas de nociception, ou tu vois, qui ont un problème de nociception, genre négatif, tu vois, qui ont une nociception qui est altérée dans le côté peut-être positif des choses pour certains, où ils se disent, bah, ils sentent pas la douleur, mais dans un côté plutôt négatif pour l'intégrité du corps humain. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris ta question. Tu peux me refaire ta question, s'il te plaît? Bien. En gros, est-ce qu'il y a des gens, tu sais, qui ont une... Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui ont ça, mais je me rappelle pas du nom de la patho. Tu sais, c'est des gens qui ont une altération de la nociception, dans le sens où ils ressentent quasi pas la Oui. douleur, tu vois. Ok, Enfin, c'est bon, ils ont une nociception qui est très mauvaise. j'ai compris. Oui, oui, ça, c'est une pathologie. J'ai pas le nom non plus de la pathologie, mais je sais Non, que par contre, c'est je hyper vais, je vais dangereux. retrouver. Hmm. Et c'est hyper dangereux. Et du coup, en général, j'avais vu un truc sur les gens qui sont atteints de cette pathologie, malheureusement, et qui ont une espérance de vie qui est bien diminuée comparée à la moyenne. Parce qu'en fait, du coup, bah, ils sentent pas la douleur. Donc, Et donc, ouais, voilà, c'est ça. Donc, ils peuvent se mettre en danger. ouais, c'est quand même un mécanisme qui est extrêmement important au final. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien.
bien important à comprendre que c'est pas négatif en soi. À la base, c'est censé être protecteur. Ok, donc on a vu la nociception. Quel est le deuxième grand type de douleur selon toi? Le deuxième grand type de douleur, celui qui est le défini, comme je t'ai dit, c'est la douleur neuropathique. Et là, la douleur neuropathique, elle, c'est une douleur qui va être en lien avec une affection. Donc, ça peut être soit une maladie, soit une lésion du système somatosensoriel. Donc, c'est-à-dire que ça peut aller du nerf périphérique jusqu'au cortex somesthélique. Donc, vraiment, au niveau du système nerveux, donc périphérique ou central. Et là, il y a un petit chiffre qui est intéressant pour les kinés qui nous écouteront, c'est qu'en France, on sait qu'il y a 25% des douleurs chroniques qui sont des douleurs neuropathiques. Et quand on regarde un peu dans la littérature, les patients qui ont des études qualitatives où on demande la qualité de vie des patients atteints de douleurs neuropathiques, là, on se rend compte que c'est un type de douleur qui peut vraiment avoir des répercussions importantes parce qu'en général, les patients ils vont rapporter une douleur qui va être plus intense avec des répercussions fonctionnelles qui vont être plus importantes dans leur vie de tous les jours et une diminution de leur qualité de vie. Il y a vraiment des témoignages dans ce type d'études qui sont assez forts et on se rend compte à quel point vivre avec ce type de douleur peut être difficile. Comment ça se traite ça? Est-ce que le traitement est différent des traitements pour allez, la nociception ou est-ce que c'est semblable? Est-ce qu'il y a une grosse différence? Alors déjà, ça va passer par l'examen clinique. Il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est qu'en fait, déjà, les types de douleurs, ils ne s'excluent pas. Donc en fait, on peut avoir des douleurs mixtes. Des douleurs mixtes, parfois, tu vas avoir un patient qui va C'est avoir une souvent le cas au composante cabinet nociceptive, d'ailleurs. ouais, carrément, et une Mm. composante neuropathique. Ensuite, selon ton examen clinique, tu vois ce qui ressort le plus. Imaginons un patient qui a très peu de nociception et plus une douleur neuropathique, un version neuropathique plus important. Ouais, il y a carrément des choses à faire. Et bon, ça, on n'aura pas le temps de tout détailler parce que ça pourrait être une formation de 2 jours à part entière. Bien sûr. Mais il y a des choses très intéressantes. Et pour déjà aider, donner des grandes lignes, on peut citer certains outils. Tu as le DN4, qui est un questionnaire qui est super intéressant pour mettre en avant le type de douleur. Est-ce que c'est une douleur neuropathique oui ou non? Même si tu peux avoir des faux négatifs, des patients 1 sur 4, 1 sur 10, pardon, et qui ont des douleurs neuropathiques. Et ensuite, bah, ça passe dans ton bilan. Je t'ai dit, il faut voir ce qui prédomine. Est-ce que ton patient a une mécanosensibilité? Est-ce qu'il a plutôt des signes de neuropathie? Est-ce qu'il a une douleur neuropathique? Mais complètement, en kiné, on a des armes pour aider les patients qui sont atteints de douleurs neuropathiques. Ok, cool. Et le troisième type, du coup, ce serait quoi? Ouais, le troisième type, c'est donc, je t'ai dit, la douleur nociplastique. Et en fait, la douleur nociplastique, on va en parler quand dans le cadre de la sensibilisation centrale. Et en fait, si tu veux, la sensibilisation centrale, c'est lorsque tu as tout le système nerveux central qui va être en ébullition, entre guillemets. Et donc, du coup, en fait, le patient va te rapporter de la douleur sans que forcément tu puisses prouver qu'il y a eu une activation des nocicepteurs, du moins du système nerveux périphérique. Et ça, donc la sensibilisation centrale, c'est un phénomène qu'on peut retrouver, qui a été retrouvé dans certaines études, dans des cohortes de patients douloureux chroniques, exemple bah, les patients en lombalgie chronique, les patients qui ont des coups du lapin, ou encore même des patients qui ont l'arthrose du genou, tout simplement. Ok, donc actuellement, tu penses que c'est quand même important pour les kinés de savoir classifier les patients en fonction du type de douleur et de pouvoir évaluer si c'est mixte, si c'est uniquement nociplastique, si c'est neuropathique, etc., pour mieux orienter le traitement. Ouais, absolument. Absolument. Ça fera peut-être pas tout à 100%, mais du moins, ça joue un rôle important parce que vraiment, selon moi, du type de douleur que tu mets en avant va découler le type de prise en charge que tu vas proposer. Ce qui paraît ultra logique. Est-ce Ouais. que de ton point de vue et des retours que tu as avec les gens avec qui tu échanges là-dessus, c'est difficile à mettre en place ou ça se fait plutôt bien? Pour moi, ça peut se faire plutôt bien à condition peut-être d'avoir suivi des formations qui sont quand même assez spécialisées là-dedans. Moi, tu vois, par exemple, je vois pour ce qui est des douleurs neuropathiques, des neuropathies, j'ai eu la chance de faire 2 fois la formation de Brian Littré là-dessus, sur la neuropathie syndrome canalaire. Et en fait, ça te donne vraiment des outils qui sont assez incroyables pour t'aider à faire ce diagnostic de douleur neuropathique, pour faire tout simplement du diagnostic différentiel.
Et une fois que tu as tes outils-là, au final, dans la vie de tous les jours, dans la pratique de tous les jours, ça peut être quelque chose C'est plus de. simple, ouais. C'est pas le plus compliqué. Ouais, Ouais, complètement, carrément. complètement. Carrément. Cool. Et alors, je sais que tu as fait un petit guide pour les kinés qui nous écoutent, qu'ils peuvent utiliser facilement, un petit e-book plutôt cool que tu leur offres gratuitement. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en lien dans la description de l'épisode et je le remettrai sur Insta pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le voir. Mais si vous êtes abonné à Pierre, de toute façon, il le repartagera. C'est un petit e-book qui résume quoi, en gros, si on devait faire simple. Alors là, l'e-book que j'ai écrit, c'est un e-book sur les facteurs psychosociaux. Et donc, ça présente dans les grandes lignes les principaux facteurs psychosociaux qu'on peut retrouver chez nos patients. Donc, je crois que j'en ai mis 6 dans l'e-book, il me semble, de mémoire. Et en fait, tout simplement, dans une première partie, je présente le facteur avec sa définition classique. Et dans un second temps, j'explique comment on peut l'évaluer en pratique. Et en Ok. général, pour évaluer le facteur psychosocial, tu as deux options. Soit tu utilises des questionnaires qui ont été validés et traduits en français, soit tu utilises plutôt des questions ouvertes. Pour chaque facteur, en général, je donne deux, trois types de questions ouvertes simples que tu peux mettre en pratique pour screener rapidement le facteur. Ok, intéressant. Du coup, ça nous amène sur ce sujet dont tu as parlé brièvement tout à l'heure. Comment tu pourrais décrire un petit peu le modèle biopsychosocial en l'opposant au modèle médical, t'as dit, je crois? Ouais, biomédical, modèle Ouais, biomédical. biomédical, ouais. Euh, Déjà, pour commencer, du coup, je vais te parler un peu du modèle biomédical et ce sera plus facile d'introduire le Allez, dans ce modèle sens-là, ouais, biopsychosocial. carrément. Ouais, le modèle biomédical, bah, c'est le modèle qui a régné pendant très longtemps et même voire qui règne toujours quand tu regardes un peu d'études et ce qui se fait en pratique. Et en fait, si tu veux, le modèle biomédical, il a été fait par René Descartes quand il a écrit son traité de l'homme. Et bon, à l'époque, c'était brillant, hein, mais aujourd'hui, forcément, on se rend compte que c'était pas forcément la panacée. Et en gros, lui, dans ce modèle, il part du principe que tu as une relation linéaire entre la lésion tissulaire et la douleur. Et cette relation elle est linéaire, elle est proportionnelle, donc ça veut dire que tu as de la douleur, c'est une lésion tissulaire. Et au fur et à mesure que ta lésion va cicatriser, ta douleur va s'estomper. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on s'est bien rendu compte avec pas mal d'études que ce modèle, il est insuffisant pour expliquer les nombreux cas où tu vas avoir une lésion et pas de douleur, ou inversement, tu peux avoir de la douleur et une absence de lésion tissulaire. Ouais, comme Et on a donc, dit tout à l'heure, malheureusement, ouais. absolument, absolument. Et du coup, malheureusement, ce modèle, il a quand même débouché à parfois des solutions de traitement qui étaient probablement inadaptées et aussi à des fausses croyances sur la douleur. Et donc, vu qu'on s'est rendu compte que c'était pas, que ça n'avait pas de réponse à tout, il y a le modèle biopsychosocial qui a été écrit par Angel et repris par Waddell dans le champ musculo-squelettique. Et lui, le modèle biopsychosocial, en fait, il définit la douleur comme une interaction multidimensionnelle et dynamique entre les facteurs biologiques, les facteurs psychologiques et les facteurs sociaux. Et tous ces facteurs, ils vont s'influencer entre eux et ils vont déboucher à l'expérience douloureuse d'un individu et à l'incapacité qui peut en découler. Ok, carrément intéressant. Carrément intéressant. Du coup, aujourd'hui, le modèle biomédical, comment, selon toi, on pourrait faire en sorte qu'il soit de moins en moins utilisé? Est-ce que déjà c'est possible? Ou est-ce qu'il faudrait traiter ça pour que ça rentre dans les mœurs qu'au final, le modèle biopsychosocial est quand même plus pertinent? Bah, moi, à mon sens, le moyen, la manière d'arriver à ça, ça va être par des formations et de la sensibilisation du milieu médical et paramédical. Après, c'est vrai qu'il y a encore du boulot à faire. Là, tu vois, par exemple, il y a une récente étude que j'ai lue, c'est une étude 2019 qui a été faite dans un service de NPR, je crois que c'est en Belgique, il me semble. Et en fait, dans cette étude, ils se sont intéressés à comment les kinés prenaient en charge leurs patients dans ce service-là. Et on se rend compte qu'il y a encore 45% des kinés qui ignoraient ce qu'étaient les facteurs psychosociaux dans un service où ils traitent uniquement des patients qui ont une douleur musculo-squelettique. Donc c'est là vraiment que tu te rends compte qu'il y a encore une Ouais, il me manque quelque sensibilisation qui est chose, importante. carrément.
Bon, Ouais, la c'est ça. formation, comme d'hab, hein, c'est super important. Ça fait la différence. C'est pour ça qu'il faut continuer à se former, même quand on sort de l'école, même quand on est potentiellement expert sur un domaine. Il y a vraiment des nouvelles choses qu'il faut apprendre. Alors, on va pas refaire la kinésithérapie tous les ans, hein, parce que ça évolue lentement et ça évolue peut-être de moins en moins. Ça, c'est un long débat. Mais plus on apprend de choses, mieux c'est quand même pour les patients et pour nous, pour l'efficacité de ce qu'on peut leur proposer, c'est quand même cool. Si justement on parle des patients, il y a un truc dont on parle souvent, c'est l'approche centrée sur le patient en lui-même. Comment t'expliquerais ça et Ouais, quel est l'intérêt selon toi de cette approche-là, plutôt que sur le symptôme en soi, ouais, tu vois? ouais, ouais. Alors, l'approche centrée sur le patient, en fait, vraiment, c'est une approche où, durant ton évaluation et ton bilan, tu vas tenir compte du contexte dans lequel est le patient, des connaissances qu'il a sur sa douleur, de ses besoins, de ses valeurs et des objectifs qu'il veut fixer pour sa rééducation. Et en fait, tu vas te servir de tout ça pour lui proposer une prise en charge qui est adaptée à sa situation. Donc en fait, c'est à bien en opposition avec le modèle qui est dit praticien centré, où en fait là, c'est le kiné ou le professionnel de santé qui se focalise uniquement sur les symptômes sans forcément tenir compte du reste et notamment des facteurs psychosociaux dont on a parlé juste avant, et qui va chercher à résoudre le problème tout seul sans forcément tenir compte des préférences du patient et de pourquoi il est là. Mais il me semble que si on met des ultrasons sur la zone douloureuse, moi on m'a dit que ça soignait le problème. Ouais, tu vois, par exemple, ça peut être ça, ça peut être ça. Et du coup, tu fais que ça. Donc ça c'est fortement problématique, évidemment. Mais ouais, ça, c'est quand même important. C'est bien de mettre des termes là-dessus, tu vois, parce que c'est pas forcément... C'est un truc qu'on sait, qu'on comprend. Je pense que tous les kinés aujourd'hui qui nous écoutent sont déjà des kinés passionnés qui aiment leur travail. Donc forcément, c'est quelque chose qui est important pour eux. Mais c'est toujours bien de mettre des mots là-dessus et de peut-être... voilà, aller chercher plus de tips de ce côté-là. Évidemment, ça va découler sur quelque chose qui est, je pense, très important et ça qui est plus une capacité humaine en soi, même si ça se travaille, évidemment, c'est la qualité d'être empathique. Si tu pouvais nous définir ça et voilà, nous prouver son importance en kiné, comment t'expliquerais le truc? Absolument, absolument. En fait, l'empathie, c'est quelque chose qui va avoir deux composantes distinctes. Tu as la composante affective, donc ça, c'est la capacité que tu peux avoir de partager les émotions des autres, donc la compassion en l'occurrence, et la composante cognitive. Et là, c'est la capacité que tu peux avoir à comprendre les émotions de ton patient. Et ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est très important à la fois pour le thérapeute à avoir pour lui dans la vie de tous les jours et pour le patient. Il est important que le patient ressente qu'il a en face de lui quelqu'un d'empathique et quelqu'un qui peut réussir à comprendre ce qu'il ressent dans la vie de tous les jours. Et du coup, comment, euh, pour nous, kinésithérapeutes, essayer de développer notre empathie, déjà, c'est quelque chose qui est possible, ça a été montré, qu'avec des petites formations courtes, on pouvait améliorer l'empathie qui était ressentie de la part du patient. Ah, c'est stylé Et ça. ouais, et en fait, ça va vraiment passer par la communication. Par la communication que tu vas avoir. Et la communication, c'est ce que tu vas lui dire et comment tu vas lui dire. Les deux versants sont aussi importants. Et il y a des études qui ont montré que si tu as un comportement non verbal qui témoigne de l'empathie, donc il y en a six des comportements non verbaux qui témoignent le plus d'empathie, c'est le fait d'avoir un auteur de regard qui va être identique durant la consultation, le fait d'avoir des contacts visuels avec ton patient, d'avoir une posture ouverte, ça veut dire de ne pas être refermé sur toi-même, les bras croisés, les jambes croisées, etc. De préférence avoir de barrières physiques entre toi et ton patient, c'est-à-dire si tu peux peut-être mettre un bureau, par exemple, c'est mieux. Et le toucher. Et nous, par exemple, pour nous qui est dans une première séance, forcément, on va être amené à toucher nos patients, bien souvent. Euh, et donc, c'est que des choses qu'on peut réussir à mettre en place. Et, euh, et donc, déjà, rien qu'avec ce comportement non verbal-là, enfin ces comportements non verbaux, tu peux réussir à faire en sorte que ton patient, donner l'air plus empathique à ton patient. Et ce qui est très intéressant dans l'étude dont je te parlais juste avant, c'est qu'on s'est rendu compte que quand les patients avaient, avaient affaire à quelqu'un qui témoignait d'empathie, ben, ça améliorait la perception qu'ils avaient du professionnel en face d'eux. Ils pensaient même qu'il était plus compétent que Ah, quelqu'un c'est de la pas question que d'empathique. j'allais te poser, ouais. Est-ce que
est-ce que tu as, je ne suis pas sûr que ça existe, mais est-ce que tu as des études où tu sais, ils ont un peu forcé genre l'empathie sur un thérapeute A, un thérapeute B pas trop empathique, et voir les différences de résultats pour les mêmes traitements donnés? Est-ce que ça changeait quelque chose? Pas sûr que Ouais, ça bah, tout existe, à mais fait. C'est l'étude dont je te parle, là, c'est l'étude, ça, ok. c'est l'étude pour ça que ça intéresse. Ah, C'est c'est l'étude incroyable de ça. Kraft en 2017. Et en fait, là, ce qu'ils ont fait, ils ont fait consulter les patients par deux groupes par deux thérapeutes. Un où ils avaient mis les 6 comportements non verbaux, je t'ai dit, appliqués. Et pour Ouais. l'autre, ils avaient mis l'inverse. Donc, quelqu'un qui ne regardait pas le patient, Ouais, fermé et qui avait tout. les Ok. voilà, un peu de mode flemme. Et justement, c'est là où ils se sont rendus compte des résultats dont je te parlais. Ouais, c'est incroyable. C'est stylé ça. Très, très intéressant. Ouais. Ce... Ouais, Toi, ouais. ça, c'est des études qui. Bon, toi comme moi, on adore chercher les trucs sur PubMed et tout ça. Mais souvent, quand tu regardes les papiers, tu regardes les protocoles, tu te dis, mais ça a été fait par des mecs qui travaillent pas, tu vois, c'est pas transférable et tout. Alors que là, c'est très intéressant dans la pratique en soi. Parce que ça donne vraiment des clés et ça prouve que des choses qui peuvent être faites en cabinet sont efficaces. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est Et, vraiment euh, stylé. Ok. et, et si je peux rebondir sur quelque chose dont Vas-y, on vas-y, bien parlait sûr. euh, juste avant qu'on parle de l'approche centrée sur le patient, on parlait du modèle biopsychosocial. On parlait du fait, est-ce que c'est beaucoup répandu par rapport au modèle biomédical? Et en fait, si tu veux, quand on s'intéresse à pourquoi le modèle biopsychosocial n'est pas mis en place, on se rend compte que en fait, c'est souvent parce que les gens se mettent des barrières, les professionnels se mettent des barrières. Et par exemple, si on s'intéresse au kiné, vu que l'étude que j'ai en tête, elle s'intéresse au kiné, c'est qu'ils pensent qu'en fait, soit ça dépasse leur champ de compétences professionnelles, ou soit, bah, ok, même si j'évalue ce facteur, au final, je ne sais pas quoi en faire, vu que ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas psy. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, en tant que kiné, on a plein de trucs à faire pour aider ces patients-là. Sans pour autant être un psychologue, hein, tu vois, moi, mes patients, je ne les allonge pas sur une table pendant 45 minutes à me demander de raconter leur enfance. Mais, euh, mais en fait, rien qu'avec nos interventions de la vie de tous les jours, donc ça va être les exercices, le renforcement musculaire ou même parfois de la thérapie manuelle, ces choses-là qui sont simples et qu'on fait tous les jours, ça va déjà permettre de moduler certains facteurs psychosociaux. Et ça, du coup, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce que ça montre qu'on a vraiment notre place et que c'est vraiment de notre ressort, en fait. Est-ce que la clé, ce serait pas au final, bon, je pense que la clé, on l'a, mais d'optimiser les capacités du patient avec du renforcement musculaire, du travail voilà, qui va améliorer la capacité de tolérance des tissus. Ensuite, le manipuler un petit peu. Ensuite, améliorer son hygiène de vie. Et ensuite, travailler sur justement son comportement, tous les facteurs qui influencent ce modèle justement psychosocial. Je vais prendre la partie plutôt psychosociale là. Au final, la clé, ce serait de mixer tout ça. Est-ce que c'est faisable selon toi aujourd'hui en cabinet avec une demi-heure de séance ou est-ce que ça reste quand même complexe? Ça, c'est un sujet qui est vaste, hein, évidemment, mais Ouais, je pense que oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est faisable en pratique, même si forcément les séances d'une demi-heure, parfois ça te restreint ce que tu veux faire. Mais tu vois, tu parlais là du renforcement et de l'aspect psychosocial. Euh, Comment dire? En fait, si tu veux, par exemple, je prends deux cas de figure de patients que tu peux avoir au cabinet dans la vie de tous les jours. Et ben, chez certains patients chez qui tu as mis en avant certains facteurs, par exemple, tu vas prendre de la peur évitement sur moins de flexion lombaire, et ben, des fois, tu peux lui faire le même exercice qu'un patient lombalgique aussi, mais qui n'a pas forcément de facteurs psychosociaux, mais pour un objectif différent. Tu vois, lui, par exemple, ça va être de leur exposer graduellement à de la flexion lombaire, à le remettre en confiance et qui retrouve confiance en son corps et comprenne qu'il n'est pas fragile, etc. Et donc, du coup, je suis carrément d'accord avec toi sur le fait que le fait de mixer tout ça, ben, ça marche bien, en fait. Le fait de- d'évaluer ces facteurs-là, de lui faire du renfort musculaire, parfois de faire du traitement manuel si le patient en ressent besoin, tu penses que c'est nécessaire. Pour moi, ouais, ça peut être une solution tout à fait. moi, je suis convaincu quand même que notre métier, il fonctionne très bien quand on utilise les bons outils au bon moment pour la bonne personne, tu vois. Et quand on fait pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Donc, évidemment, pour moi, d'un point de vue personnel et empirique, on va dire, évidemment, ça fonctionne quand on met les choses en place intelligemment, mais c'est plein d'outils qu'il faut utiliser de manière adéquate avec chaque patient au bon moment, encore une fois.
pour les bonnes causes. Donc ça, c'est vraiment important. Et je pense que tout ce dont tu as parlé, c'est des connaissances qu'il faut avoir dans son crâne, dans sa trousse à outils pour bien s'en servir. Et c'est vraiment important de se former là-dessus. Donc je vous conseille vivement de suivre ce que fait Pierre sur Insta parce que il communique pas mal de choses là-dessus. Encore une fois, il y a le e-book qui est gratuit et qui va vous apporter pas mal de connaissances à ce sujet et qui va vite se transférer dans votre pratique. En vrai, l'important, c'est ça, c'est pas d'apprendre des trucs de fou qui sont inutilisables, c'est d'apprendre des choses concrètes que vous pouvez mettre en place directement au cabinet et qui vont vraiment, vraiment vous aider. Donc Pierre, déjà, bah, merci pour ton temps, merci pour ce que tu nous as expliqué, c'était toujours très intéressant. Je pense que c'est un sujet qui est très vaste, on pourrait en parler des heures et des heures. Si tu avais un dernier petit point, un petit conseil à donner aux kinés qui nous écoutent à ce sujet, qu'est-ce que ce serait? Ben, ça serait de se former. Franchement, formez-vous et pas forcément les cours, hein. Formez-vous d'une manière générale Ouais, bien sûr. Bien sûr. dans des trucs qui vous plaisent, dans des trucs qui sont qualitatifs, que ça soit dans de la communication parce que c'est hyper important dans notre métier. Franchement, je pense que c'est le truc qui est le plus sous-coté dans notre formation initiale et peut-être que si tu fais De du fou. libéral, c'est peut-être une des compétences primordiales à avoir dans ta pratique. Mm. Et donc, se former sur la communication, sur le modèle biopsychosocial, pour améliorer son diagnostic d'un certain type de douleur, par exemple, tout à l'heure, on parlait de douleur neuropathique. Voilà, se former, c'est vraiment le conseil que je peux te donner. Non, mais Et ensuite, c'est ultra intéressant hein, ce que tu dis. ah ouais, non, mais vraiment, enfin, la communication, pour moi, je trouve que c'est. Mais bien sûr, c'est ouf. Tu vois, moi, j'en parlais ce week-end, je donnais cours ce week-end là, sur le niveau 2 de l'épaule. Et au final, les attentes de la plupart des participants, c'était comment améliorer l'adhérence des patients au traitement, alors que normalement, c'est une formation qui est censée être plus sur l'épaule du sportif, tu vois. Mais moi, je m'adapte toujours au groupe, donc je peux discuter de ça pendant des heures. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que les patients, ils fassent leurs exercices quand on leur prescrit des exercices. Et en fait, ils ont juste du mal à communiquer avec les patients parce que, tu vois, il y a souvent un affrontement surtout quand tu es jeune diplômé, que tu fais des remplats et tout, et les patients, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur propose des exercices, des thérapies un petit peu différentes. Et les kinés que je forme, ils ont souvent du mal à accepter que les patients ne comprennent pas l'intérêt de ce qu'ils leur proposent, et ils ont du mal dans la communication. Et en fait, moi, je trouve que je suis un très bon exemple là-dessus, sans me jeter des fleurs, parce que moi, de prime abord, tu me vois au cabinet, j'arrive en short, claquette, tatouage, boucle d'oreille, jeune, il y a de la musique à fond dans le cabinet, etc. Et c'est absolument pas vendeur pour les patients, du moins, c'est pas l'image qu'ils attendent d'un kiné actuellement, mais via mon discours, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, et la communication que je réalise dès la première séance, vraiment, même dès la première question que j'ai posée aux patients, je me focalise là-dessus pour optimiser l'adhérence aux soins et surtout que la communication soit bonne, être empathique, etc., comme tu as pu le dire juste avant. Et bah, grâce à ça, j'arrive complètement à les faire switcher et les gens, ils adhèrent au traitement alors que de prime abord, tu vois, peut-être que la première image qu'ils ont de moi, d'un point de vue juste physique, elle n'est pas optimale. Donc, tu vois, je pars avec des chances en moins. Et au final, j'arrive quand même à faire quelque chose de bien parce que c'est un sujet qui me passionne, sur lequel je me suis formé et qui est vraiment game changer pour moi. C'est aussi game changer que d'apprendre à faire des exercices aux gens. Donc, si vous apprenez à calibrer du renforcement, à faire des thérapies actives, etc., apprenez aussi à communiquer. C'est archi important. Pour moi, c'est vraiment la deuxième clé dans notre métier de soignant. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est vraiment, comme tu l'as dit, quelque chose de primordial, franchement. Ouais, c'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. Cool. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cet Voilà. épisode. On n'en fait pas souvent des comme ça, mais je trouve que c'est toujours important pour les kinés qui nous suivent d'avoir des petites pistes là-dessus. N'hésitez pas à aller vous former, comme Pierre a dit. Formez-vous avec des gens compétents, c'est tout ce qu'on vous demande. En attendant, n'hésitez pas à partager l'épisode à tous vos amis kinés, parce que je pense que c'est important d'éduquer notre population de kinésithérapeutes là-dessus. Likez l'épisode, notez-le s'il vous plaît, sur les applications de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Mettez 5 étoiles, ça nous aide vraiment au référencement et du coup à créer encore plus de contenu pour vous. Et puis, c'est toujours cool comme ça, c'est un cercle vertueux. Merci de nous avoir écoutés. Pierre, merci d'avoir pris du temps pour discuter avec nous et on se dit tous à la semaine prochaine. Salut tout le monde.